Camarades commandants-chefs, chers camarades, chers invités, l'armée russe, au cours de l'année, a rempli toutes les missions qui lui incombaient dans le cadre de la réaction que nous apportons aux agissements de l'Occident. Dans ce cadre, le ministère de la Défense prend en compte les différents facteurs suivants. Premièrement, les opérations de combat dans le cadre de l'opération militaire spéciale et certaines missions avec la présence de nos troupes en Asie centrale, dans le Caucase et dans d'autres pays. Nous devons donc envisager la possibilité d'une lutte directe contre les pays de l'OTAN au cours des 10 années à venir. Au cours de la réunion que nous avions eue au mois de juin dernier, nous avions parlé justement de la nécessité d'adapter nos documents doctrinaux. Le troisième facteur, c'est le développement des technologies mixtes avec le traitement des big data, et nous travaillons aussi à la protection des données dans leur transmission, des connexions Internet, des théories quantiques, et cela change l'horizon et les modalités d'accomplissement des missions. Et dans ces conditions, l'armée russe doit devenir toujours plus souple, notamment vis-à-vis des innovations qui surgissent dans le domaine civil. Quatrièmement, c'est un élément important de l'économie de la Fédération de Russie qui doit être pris en place dans l'édification des troupes. Aujourd'hui, les dépenses ont montré, on représente 6,3% du PIB, et cela impose des exigences importantes, et nous avons attiré l'attention du président de la Fédération de Russie là-dessus. Et compte tenu de ces données, l'ensemble des travaux qui sont faits montrent que nous devons continuer à prendre en compte tous ces aspects, notamment l'année prochaine, mais aussi les années qui vont venir. La première orientation, c'est d'assurer la victoire des troupes russes, et notamment dans la préparation des civils qui s'engagent dans l'opération militaire spéciale. Cette année, les troupes russes ont libéré presque 4500 km² de territoire, notamment dans la région de Lugansk, mais il y a encore 20 ou 25% des territoires de la République populaire de Donetsk, des régions de Kherson et Zaporozhye doivent encore être libérés. Et nous avons eu les pertes de l'armée ukrainienne ont été de 500 000 hommes blessés, tués et simplement mis hors de combat au cours de l'année passée, et presque 1 million au total depuis le début de l'opération militaire spéciale. Nous avons détruit plus de 58 000 véhicules militaires, y compris 17 000 de fabrication étrangère. Les armes de haute précision russes ont apporté un coup irréparable à l'armée ukrainienne et à ses systèmes de défense, et l'ennemi a perdu la capacité de produire en quantité suffisante le matériel et les munitions nécessaires, qui se manifestent notamment dans les volontés d'attirer au sens propre du terme les producteurs occidentaux dans ce combat mené par le régime de Kiev. Les troupes russes ont l'initiative sur l'ensemble des secteurs du combat, et aujourd'hui, notre rythme d'avancée quotidien a augmenté. Il est aujourd'hui de 55 km² par jour. Pour la dotation des forces,
montre que nous avons des succès qui sont importants et nos officiers, nos soldats, nos généraux, les commandants d'unités, l'état-major sont impliqués. Et je tiens à noter les résultats élevés des combats de certaines unités, notamment les premières, deuxième, quatrième et 29 armées interarmes, 99, la 99e et la 106e division aéroportée, ainsi que les unités des troupes de marine. Compte tenu de l'expérience de l'opération militaire spéciale, le ministère de la Défense a différentes missions. Première, généraliser le travail à mener dans les conditions de combat, assurer l'usage des troupes d'assaut par petits groupes mobiles avec couverture, notamment dans le cadre de l'utilisation des armes de haute précision. Améliorer le système d'information des organes de commandement et pour cela, nous avons besoin d'améliorer le système de la prise de décision au sein du commandement à tous les niveaux des unités et des groupements de forces. Cette amélioration doit revêtir un caractère systémique et pour assurer une première étape de mise en service dans les unités des différentes innovations. Ensuite, mettre en place une utilisation de masse des drones. C'est très important pour infliger une défaite à l'adversaire, notamment dans le cadre de la guerre électronique. Actuellement, nos troupes, chaque jour, utilisent plus de 3500 drones. Ce chiffre est en perpétuelle croissance, pour élaborer la construction de drones et leur utilisation. Nous avons créé un centre de technologie de drones qui s'appelle le centre Rubicon. Nous voulons mettre en place des systèmes tactiques et caractéristiques pour ces appareils avec une augmentation de leur efficacité et de leur autonomie. Ensuite, aujourd'hui, nous avons une élaboration de résultats très importante. Le groupe Vostok produisait au maximum quelques dizaines d'éléments. Et bien sûr, tout cela doit augmenter. Ce n'est pas valable que pour le groupe Vostok, c'est valable pour d'autres groupes. Par exemple, nous avons des systèmes d'ensemble de techniques robotiques, notamment pour le renseignement, pour le déminage et autres, pour améliorer le travail des drones. Tout ceci permet de préserver des milliers de vies parmi nos militaires. À cet égard, nous devons augmenter une militarisation de ce travail, mettre en place des plateformes de test et de modélisation. Je demande au monsieur Privaruchik, donc à Yuri Alexeyevich, de mettre en place ces systèmes. Nous devons garantir un certain nombre de tâches résiduelles. C'est pour ça que nous devons compléter les systèmes d'armes. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, nous avons un grand nombre de militaires sous contrat. Nous voulons arriver à plus de 200 000. Je voudrais noter que cela fait partie intégrante du système de complément de troupes, avec de nouveaux moyens d'action pour augmenter l'efficacité lors de l'opération spéciale. Il s'agit de synchroniser la formation avec les nouveaux moyens
de lutte. Nous devons garantir les officiers de réserve et notamment les former sur le plan technique. Ensuite, nous devons former les groupes armés pour les tâches nouvelles. Cette année, par rapport à 2023, nous avons augmenté la modernisation des chars et des véhicules de transport que nous avons multiplié par 3. Les drones ont été multipliés par 23. Avec ces volumes, notre puissance de feu est très importante. Des 266 positions, seulement 4 positions ont subi des pertes. Pour 2025 et 2026, la stabilité de l'approvisionnement en armes est nécessaire et nous devons prendre des mesures complémentaires pour cela. Nous devons conclure des contrats pour 2026 pour avoir des armes et pour réduire les délais de production de 16 mois à 9 mois. Passer à la réalisation des décrets présidentiels, garantir la conclusion de nouveaux contrats s'agissant de la fourniture de nouveaux armements, réaliser les décrets du président liés aux nouvelles commandes de mécanismes souples. Cela permettra de réduire nos achats de 1 à 2 semaines au lieu de quelques mois actuellement. Il nous faut garantir l'application de cela jusqu'à la fin de l'année. Moderniser ensuite les systèmes techniques pour l'opération militaire spéciale, garantir la production spéciale des GCM et nous avons déjà pris des mesures, notamment mettre en place des masques et autres. En outre, nous devons tenir compte de ce qui est nécessaire pour organiser la logistique. Nous devons remplacer les bases par des systèmes plus mobiles avec un système de logistique amélioré. Enfin, nous devons mettre en place un système de réparation. Nous devons réduire les délais de réparation et de restauration des machines qui utilisent des équipements nouveaux. Aujourd'hui, sur le champ de bataille, nous avons plus de 300 brigades qui sont concernées. Il s'agit d'augmenter le niveau d'équipement et il est nécessaire de garantir le soutien au niveau de 90%. C'est un objectif très ambitieux, c'est un chiffre très ambitieux, mais Andriy Mikhailovich a dit que nous y parviendrons. Ensuite, au début de l'opération spéciale, nous avons eu beaucoup de problèmes qui ont été résolus, mais nous devons être très attentifs. Depuis 2022, les livraisons de certains armements ont été multipliées par 2 et plus d'un demi-million. Il y a eu plus d'un demi-million de blindés qui ont été supplémentaires qui ont été livrés. À cet égard, nous avons élaboré de nouveaux objets avec de nouveaux systèmes de vêtements pour venir en aide aux troupes. Ils sont beaucoup plus fonctionnels et ils ont des moyens de protection individualisés. Et cela nous allons commencer les livraisons de ces nouveaux équipements dès le début de l'année prochaine. Nous avons une grande quantité d'unités de livraison. C'est très important parce que cela permet la localisation de la production. Avec l'aide du FSB, nous avons créé une commission spéciale qui va suivre l'observation de ces conditions. En outre,
accroître les possibilités liées à l'opération militaire spéciale et ce qui est important pour la libération des localités. Nous allons augmenter l'efficacité pour cette année. Nous avons abattu 86 fusées Storm Shadow, 1729 HIMARS, plus de 28 000 drones. Il faut noter que le système nous avons réduit le vol de drones autour de Moscou. Mais actuellement, il reste beaucoup de questions non résolues, notamment pour lesquelles nous avons besoin de l'aide de nos collègues. Nous devons moderniser les forces armées pour faire face à la menace et au développement de technologies. Comme vous le savez, les États-Unis ont considéré notre pays comme une source de menace permanente. Depuis 2013, ils procèdent à une modernisation de l'ensemble de leurs équipements militaires. Ils créent des nouveaux systèmes nucléaires. Ils continuent de renforcer les possibilités de leurs éléments du système mondial de protection antimissile. À 150 km de la Russie, ils ont des systèmes qui leur permettent des infrastructures et qui leur permettent d'employer des missiles basés en mer. Il prévoit de déployer près de la frontière ouest de la Russie de nouveaux groupes statiques, plus de passer de 300 000 à 800 000 éléments. Washington et Berlin prévoient le déploiement pour 2021 sur le territoire allemand de nouvelles fusées à moyenne portée. Et ensuite, mettre en place des systèmes hypersoniques pour atteindre Moscou en 8 minutes. Pour faire face à ces menaces, il faut faire les éléments suivants. D'abord, former de nouvelles forces armées. Il s'agit de nouveaux programmes qui tiennent compte du caractère des nouveaux conflits. C'est d'abord l'élaboration de nouveaux composants. L'année prochaine, nous allons poursuivre le réarmement de nos missiles stratégiques et du complexe IAS avec 4 nouveaux systèmes de vecteurs de missiles et garantir l'implication de la flotte de la marine. Nous allons poursuivre le développement des armements de ce que nous appelons système sans contact, avec la création d'un ensemble robotique pour les systèmes maritimes et avec un nouveau système de commandement qui tient compte de l'intelligence artificielle et de la technologie. Il est nécessaire également de former des unités informationnelles, ce qui explique le développement de nouveaux canaux, notamment spatiaux, avec des systèmes de protocole uniques d'automatisation du système de commandement. Ensuite, augmenter l'ensemble des éléments. Il est nécessaire, dans les 5 premières années, de mettre en place un nouvel ensemble de nouvelles caractéristiques pour les missiles à moyenne et longue portée. Il faut mettre en place un système. Il faut renforcer et poursuivre le travail, notamment pour le missile Rochnik. En tenant compte de cela, d'ici fin décembre de cette année, nous prévoyons de mettre en place un système nouveau d'armement, notamment pour les systèmes de commandement principaux. Deuxièmement, créer un système d'avenir pour élaborer plus rapidement et introduire plus rapidement les techniques d'armement. D'abord, il est nécessaire de réexaminer l'ensemble des travaux concernant chacun des systèmes d'armement, notamment pour son examen technique. L'année prochaine, nous allons créer un réseau de centres d'expérience militaire
chaque centre devront mener à bien des tests et remplir l'ensemble des conditions industrielles et garantir la formation de spécialistes et l'introduction de nouvelles troupes. Il faut mettre en place un nouveau système de relations avec la société scientifique civile au niveau des laboratoires et des initiatives scientifiques qui sont lancées par des civils pour les militaires. Troisièmement, assurer l'édification des troupes russes dans les préoccupations de sécurité en assurant la sécurité des districts militaires de Saint-Pétersbourg et Moscou et donc préciser les effectifs des troupes russes et réorganiser les groupements de forces en fonction des systèmes qui peuvent être livrés. Et il est proposé de mettre en place un nouveau type d'arme. Cette arme sera justement consacrée à l'usage des drones. Compte tenu des nouveaux systèmes spatiaux, nous proposons de mettre en place des nouveaux centres de recherche. Troisième grande orientation, c'est la modernisation de la formation et de l'instruction militaire. Aujourd'hui, le ministère de la Défense comprend 32 établissements de formation et notamment cette année, nous avons créé une école militaire d'artillerie à Saratov. Il est très important que, compte tenu de la prédictibilité des actions, nous puissions assurer une efficacité à tout point. Et donc, cela comprend 4 éléments importants. Premièrement, établir une liste détaillée des formations en fonction des nouveaux systèmes d'armes. Nous avons besoin de nouveaux spécialistes et donc la formation doit se faire en fonction de ces prévisions. Les exigences apportées dans la formation de ces spécialistes doivent se faire en fonction de ses besoins. Deuxièmement, développer la base d'information sur tout cela en fonction des armes prometteuses lancées avec des systèmes d'entraînement et notamment en recrutant des officiers et des soldats qui se sont illustrés au combat avec un système de partenariat entre les établissements d'enseignement militaire et leurs équivalents civils. Troisièmement, mettre en place un système de formation continue pour les militaires. Nous avons besoin d'un système qui permettra à tout officier de procéder à une évaluation de compétences acquises. Et cela dans l'objectif que cela corresponde avec les outils de formation proposés avec la mise en place de nouveaux programmes. Et quatrièmement, améliorer l'efficacité de nos forces et notamment en améliorant le statut social des officiers pour faire renaître les bonnes traditions du code des officiers, de la société des officiers, avec des critères moraux. Et quatrièmement, c'est important de rappeler la nécessité d'assurer un niveau de vie correct pour les officiers et leurs familles. Aujourd'hui, nous avons à peu près 96% des militaires, après leur traitement en hôpital, peuvent revenir dans les rangs. Nous avons une amélioration de la capacité de résistance après des blessures, c'est-à-dire que nous avons un système de meilleure évacuation des blessés et je tiens à remercier tous ceux qui sont impliqués dans les services médicaux de l'armée. Ma reconnaissance en particulière au ministère de la Santé publique
pour la mise en place d'un fonds complémentaire d'aide aux blessés dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Il s'agit ici d'améliorer l'efficacité du premier échelon d'intervention médicale et de réduction du temps d'évacuation. L'année prochaine, nous devons former les militaires à l'évacuation des blessés. Et nous avons donc des spécialistes au sein du ministère qui ont formé justement plus de 7000 instructeurs avec une amélioration des systèmes de premier secours. Il s'agit ici des pharmacies portatives numéro 7, des systèmes de protection personnelle. Aujourd'hui, l'indicateur que nous avons est à hauteur de 47%. Et je pense que quand le matin on découvre les rapports sur les chiffres que nous avons, c'est pour l'instant insuffisant et cela varie d'un groupement de force à un autre. On a parfois 75% de récupération, on a parfois moins de 30%. Donc ici, il y a un travail à faire pour les blessés et leur évacuation. Et donc ce sont des efforts à faire et à généraliser. Étendre l'expérience utilisée en matière d'évacuation, notamment en utilisant des systèmes robotisés. Mieux doter d'équipements les unités d'évacuation avec une amélioration de 98% pour l'année prochaine. Donc il faut ici des éléments de motivation. Troisièmement, assurer la modernisation des principaux établissements militaires médicaux et mettre en place, achever la construction de 19 nouveaux hôpitaux et achever les travaux de rénovation de tous les établissements militaires médicaux. Quatrième point, assurer les systèmes de remise en condition des soldats après leurs blessures. Et donc, il y a la question de construction de 7 nouveaux centres de réhabilitation, notamment sur la base de sources non budgétaires, et cela permettrait d'assurer cette réhabilitation de 11 000 soldats. Et à partir de l'année prochaine, améliorer ce système pour ceux qui ont reçu des blessures graves, notamment avec des amputations, et parvenir aux normes les plus modernes en matière de prothèses pour que les militaires puissent recevoir ces soins et suivre ces réhabilitations à proximité de leur domicile. Et ce travail doit être réduit en temps jusqu'à 3 mois. Et notamment améliorer le système de traitement des blessés graves et faciliter leur intégration dans d'autres structures de sécurité de Russie. Aujourd'hui, nous avons déjà un système d'expertise médicale avancé et nous avons besoin de renforcer ce système. Nous avons ouvert des structures dans les républiques de Donetsk et Lugansk et les régions de Kherson et Zaporozhye, mais nous devons accélérer ça. Et cinquième orientation prioritaire, c'est le soutien social aux militaires et à leurs familles, pour que les compensations financières interviennent rapidement, ainsi que les accès au logement. Donc il y a eu des aides qui ont été améliorées avec l'octroi de certificats de participation à l'opération militaire spéciale. Et cela doit être réduit de 2 mois à 5 personnes. Il s'agit ici d'utiliser le portail unique de services sociaux GOS-Uslugi
Et cela doit être simplifié pour que cette année, les militaires puissent en bénéficier. Donc merci au ministère de la Défense, au ministère du Développement économique pour leur aide apportée dans des délais assez rapides. Nous voyons aussi ce qu'il faut faire. Il faut donc faciliter et accélérer le système de perception des indemnités et que cette aide soit toujours ciblée avec des récompenses en argent pour les participants et que ces aides viennent en temps voulu. Mettre en place un système généralisé de recherche des portées disparues. Aujourd'hui, ce travail se fait de façon beaucoup trop longue et honnêtement avec un manque de résultats. Et là, il s'agit d'avoir une approche systémique pour que modifier la structure des normes, travailler avec les volontaires et les associations qui aident, qui apportent leur contribution à l'opération militaire spéciale. Il est indispensable ici d'apporter un soutien supplémentaire aux familles des disparus. Le président de la Fédération de Russie a donné des ordres en ce sens pour aider les familles, notamment les enfants de portées disparues et notamment aussi l'aide au logement. Ici, il y a deux formes pour les militaires. Ce sont soit l'octroi d'un logement dans le cadre d'un système d'aide de crédit hypothécaire. Et l'an dernier, nous avons accordé plus de 80 milliards de roubles et cela a concerné 4000 militaires. En même temps, il y a toujours beaucoup de militaires qui sont inscrits sur les listes d'attente. À cet égard, l'objectif est d'améliorer l'accessibilité au bon logement et réduire les temps d'attente. Il s'agit aussi, au cours de l'année prochaine, d'octroyer un financement supplémentaire pour les aides au logement. Cela permettra d'augmenter de façon significative l'accès des militaires au logement, en même temps en respectant les conditions et remettre de l'ordre dans le système d'octroi de l'aide au logement. Prendre des mesures pour la mise en exploitation des logements qui ont été lancés. Cela concerne 32 chantiers qui ont été lancés d'immeubles résidentiels. Et dans l'ensemble, nous avons 194 bâtiments, immeubles qui ont été, dont la construction a été lancée. Au cours des 3 prochaines années, le nombre de participants au système d'aide hypothécaire devrait augmenter jusqu'à 800 000 militaires. Et donc, il s'agit de suivre les ressources attribuées à ce programme. Il s'agit ici d'assurer l'octroi de logements pour tous les militaires qui se trouvent dans le système et donc cela permettrait d'octroyer plus de 6 000 mètres carrés supplémentaires au cours de l'année prochaine. Et cela correspond aux nécessités et cela nous permet de mettre en place un système généralisé au niveau du ministère de la Défense. C'était une orientation majeure qui suppose donc l'identification des besoins et l'octroi et la mise en valeur des droits des militaires. Cette année, le nombre de demandes venues au ministère de la Défense a plus que doublé avec 700 000 demandes et le ministère
a commencé à mettre en place une nouvelle approche. Et cela permet de traiter les demandes de façon plus rapide. Et une demande est retirée du contrôle qu'une fois que la demande a été satisfaite ou qu'elle est impossible de réaliser. Pour mettre en place cette approche systémique, nous devons modifier les modalités de demande. Ensuite, il y a un règlement à adopter ici avec le traitement des demandes à toutes les étapes, avec une appréciation donnée de la situation de chaque militaire. Il doit y avoir un système d'encouragement pour tous les militaires et mettre en place un système de suivi de traitement des demandes et lancer le système de centre social pour les militaires. Autre activité, c'est le soutien auprès des correspondants de guerre. Le président a eu des rencontres avec ses correspondants de guerre et donc des ordres ont été donnés au ministère et notamment un échange d'informations se fait entre les militaires et les correspondants de guerre et cette approche permet d'avoir des résultats concrets. Septième orientation prioritaire, c'est la coopération militaire et stratégique, notamment face aux menaces proférées par les pays occidentaux. Cette année, nous avons pu étendre cette coopération à une centaine de pays. Il y a les pays de la CEI, des pays de la région Asie-Pacifique, du Proche-Orient et d'Amérique latine, avec 21 exercices militaires menés au cours de l'année. Nous avons une coopération renforcée aussi dans le domaine de la formation militaire, avec 900 auditeurs et élèves officiers de pays étrangers venus faire leurs études militaires en Russie avec des stages, des consultations, avec plus de 1200 spécialistes étrangers. Et nous voyons en même temps la nécessité d'identification des priorités. Ce travail doit se faire à tous les niveaux, en toute sécurité, pour nous comme pour nos alliés. Et donc se concentrer sur les résultats stratégiques dans le domaine de la coopération militaire. Il est nécessaire de résoudre un certain nombre de missions ici. C'est savoir réagir aux nouvelles menaces. Utiliser l'OTSC et les autres systèmes d'organisation collective. Il faut mettre en place des systèmes à long terme de coopération militaire. Il s'agit de planifier à long terme et de réaliser des projets conjoints. Résoudre des problèmes de défense antiaérienne et autres formats pratiques. Troisièmement, garantir le renforcement des positions de la Russie sur la scène internationale militaire, notamment en matière de coopération militaire avec nos partenaires. Le problème est non seulement de renforcer les exportations d'armement, ce qui n'est pas toujours possible en matière de défense aérienne. Mais il est important d'avoir des liens, notamment dans le cadre des productions de licences et de production militaire avec la Russie et ses partenaires. C'est ces relations qui doivent se mettre en place dans le cadre de notre État et de notre Union avec la République de Biélorussie. Il s'agit de mettre en place un nouvel ensemble avec de nouveaux éléments. Il faut inventorer plus de 5700 objets. Le volume de financement est de l'ordre de 690 milliards de roubles, ce qui est une multiplication par 3. À partir d'ici, nous avons un nouveau système d'ensemble de construction avec des sites prioritaires et il faut éliminer
éliminer l'ensemble des problèmes qui n'ont pas été résolus à long terme. D'abord, garantir la prioritisation de ces sites. Nous construisons beaucoup de sites différents et tout ceci prend du temps. La priorité doit être mise sur le recyclage des anciens sites, ensuite prévoir les structures de logements, d'hôpitaux, etc. Deuxièmement, passer la transition de nouveaux modèles de systèmes de construction avec l'ensemble des autorités et de l'administration. Et partiellement décentraliser la gestion du capital avec des nouvelles ressources dans les cercles militaires, planifier des nouveaux systèmes de commandement. Troisièmement, mettre en place des nouvelles organisations d'appui avec des bases de construction, améliorer la base de production, impliquer plus d'un demi-million de sites. Et aujourd'hui, nous avons plus de 800 organisations liées à l'armée, notamment 80 entreprises du secteur privé. Nous devons soumettre l'ensemble de ces sites à la production militaire. D'abord, créer un système d'inventarisation des objets, mettre en place des systèmes de plateformes numériques, notamment des passeports numériques de chaque objet. Ce travail devra être terminé d'ici l'année prochaine. Et en 2026, mettre en place la formalisation des nouveaux biens immobiliers. Ensuite, mettre en place un système de nouvelle administration corporative qui modernise l'ensemble des procédures pour parvenir à un résultat et créer des organisations élémentaires. Neuvièmement, optimiser les processus internes du ministère de la Défense, notamment mettre en place des procédures nouvelles de gestion qui vont permettre de gagner du temps et de supprimer des étapes administratives avec des projets entre les différentes divisions du ministère. La quantité de procédures inutiles doit être divisée par 5. Il faut travailler avec Rosatom qui a rencontré le succès ces dernières années. Il faut créer de nouveaux mécanismes de gestion et pour cela, nous avons 4 problèmes. D'abord, créer des mécanismes organisationnels pour améliorer l'efficacité, notamment des structures particulières de restructuration du ministère des divers ministères sous l'égide du ministère de la Défense. Deuxièmement, autonomisation. Troisièmement, optimisation du processus. Quatrièmement, mettre en place des systèmes de motivation. Avec des systèmes de réalisation de ce qui a été décidé. Et ensuite, une 10e priorité. Actuellement, nous avons un fonctionnement d'à peu près 100 systèmes d'information qui sont intégrés entre eux, mais qui ne sont pas actualisés. L'objectif est de créer des systèmes d'information intégrés avec les techniques les plus modernes et garantir un système de prise de décision efficace. Actuellement, avec le ministère de la Numérisation et Rosatom, nous avons procédé à un audit du système d'information
d'information. Nous avons formé des mécanismes de gestion de projet. Nous achevons l'élaboration du système de l'avenir. Il s'agira de mettre en place des décisions numériques pour 37 processus de base, former un nouveau profil de système d'information qui répond aux exigences de la nouvelle architecture ciblée et garantir l'introduction du système d'information pour les processus de base et terminer un système d'information, et tout ceci doit se planifier d'ici la fin 2028. Monsieur le Président, j'aimerais vous exprimer une profonde reconnaissance pour l'attention que vous avez apportée aux forces armées pour leur garantir des garanties sociales et pour les militaires et leurs familles. Je voulais remercier également l'administration du Président, l'Assemblée fédérale et le gouvernement pour le soutien consolidé de notre travail. Remercier également l'ensemble des collègues pour leur travail et bien sûr remercier Monsieur Shoigu et Monsieur Belousov pour le travail qu'ils ont fait pour le développement des forces armées. Tout ce que vous avez demandé sera réalisé pour le développement de l'armée, de la flotte et pour le renforcement de ses possibilités. Il s'agit d'améliorer les activités et nous allons discuter de ceci en séance. Je vous remercie de votre attention. Permettez-moi de dire deux mots sur notamment la légitimité je voudrais d'abord souligner que nous n'avons pas de problème avec le peuple ukrainien, nous avons un problème avec le régime nazi de Kiev qui est là depuis 2014, depuis le coup d'État. Et tous les malheurs de l'Ukraine et de la Russie ont commencé justement au moment du coup d'État anticonstitutionnel sanglant de 2014. Et ceci se retrouve y compris aujourd'hui parce que les personnes qui se trouvent au pouvoir actuellement continuent chaque jour de faire des crimes. Et cela aboutit à une perte de reconnaissance de l'État. Lorsque nous parlons d'illégitimité, qu'est-ce que nous voulons dire? Eh bien, la Constitution donne la possibilité... Est-ce que la Constitution prolonge le mandat du président? Non. Cela ne peut être fait que pour les organes d'administration de l'État. Et donc tout ceci n'a absolument aucune signification. Ce n'est pas dans la Constitution de prolonger le mandat présidentiel. Et où est la Cour suprême? Où est la Cour constitutionnelle? Où sont-ils? Le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême est en prison. Personne ne le dit, mais ils l'ont mis derrière les barreaux. Et tout ceci... donc dès que le président de la Cour suprême s'est exprimé, il a été jeté en prison. Et il restera, comme on le sait, dans tous les pays, tout ceci doit être décidé seulement par les tribunaux. Donc les représentants de l'administration sont en prison. Mais vous savez ce qui s'est passé avec le tribunal de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle a été empêché d'accéder à son lieu de travail par les gardes. Il ne le laisse pas aller à son travail. La Cour constitutionnelle, en conséquence, a été paralysée et n'a pas pu fonctionner. Et cette garde, c'est une garde d'État, donc qui ont mis, y compris qui ont menacé sa vie.
Est-ce que vous pensez que ça, c'est de la légitimité, c'est un État légitime qui fonctionne comme ça? Non. C'est une perte d'autorité absolument totale et c'est un État criminel. S'agissant de la mobilisation jusqu'à 60 ans, c'est un véritable crime. C'est exactement ce qui s'est fait dans l'Allemagne nazie et cela n'a rien changé sur le champ de bataille. Le régime de Kiev ne défend pas les intérêts des Ukrainiens. Parce que s'il défendait l'intérêt des Ukrainiens, il n'enverrait pas les gens se battre à plus de 60 ans. Voilà donc ce qui fait sortir les gens dans la rue, qui sont chassés comme des chiens pour être mobilisés. Voilà. Et ensuite, les activités de ce régime, eh bien, on voit leur nature à leurs actions d'aujourd'hui. Et beaucoup sont partis, beaucoup de ces dignitaires sont partis à l'étranger et vivent sur l'argent des Ukrainiens aujourd'hui, dont ils ont plein les poches. Et cet argent, il se trouve à l'étranger, chez les parrains qui les ont aidés. Et ils remplissent ainsi les plages à l'étranger. Alors aujourd'hui, maintenant, s'agissant, j'ai parlé de la mobilisation en Ukraine, tout le monde le sait, j'ai mentionné que l'année dernière, chez nous, plus de 300 000 de nos citoyens, de nos hommes, ont signé des contrats pour servir dans les forces armées. Plus de 300 000. Cette année, au moment où je parle, plus de 430 000 personnes. Et cette série cette vague de volontaires ne s'arrête pas. Grâce à grâce à ces personnes, grâce à la destinée de ces personnes, eh bien, nous pouvons évidemment assurer notre activité sur le champ de bataille et mettre en place des initiatives stratégiques. Mais bien sûr, cela ne suffit pas. Oui, justement, comme je parle de crimes, je ne parle pas de crimes seulement contre le peuple ukrainien, je parle aussi de crimes contre notre peuple à Koursk, dans la région de Koursk et ailleurs. Qu'il s'agisse des experts, et nous-mêmes et les experts étrangers pensent que Koursk est une aventure. Parce que ça n'aboutit à rien. Et mais s'agissant de crimes contre les peuples de la Russie, eh bien, il s'agit bien d'un crime puisque cela fait souffrir la population civile. Et ici, la justice militaire fixe et établit ces crimes, notamment contre la population civile, et les services spéciaux vont retrouver les criminels. Maintenant, en ce qui concerne l'argent que nous dépensons pour tout cela, c'est très important. C'est une question essentielle. Le ministre vient de parler de 6,3% du PIB dédié à la défense et à l'industrie de défense, c'est important. Et c'est plus que nous avons dépensé dans le passé. Mais en fait, ce ne sont pas les dépenses les plus importantes dans le monde, même si on regarde dans d'autres pays qui sont impliqués dans des conflits. Et évidemment, c'est beaucoup d'argent.
Et ici, cet argent doit être utilisé de façon très rationnelle, en assurant en premier lieu des garanties sociales pour les militaires, en assurant le développement du complexe militaro-industriel et utiliser l'argent, mais aussi toute l'expérience positive apportée par l'armée à l'ensemble de la société civile. Et donc il est très important d'avoir une estimation juste et opportune de tout ce qui se produit, de façon à pouvoir assurer ce fonctionnement généralisé. Ici, il y a beaucoup de choses importantes. Dans l'ensemble, ces missions sont réalisées conformément à ce qui est produit. Nous avons un suivi direct de ce qui se produit sur la ligne de front et nous adaptons toute notre structure militaire pour parvenir aux résultats fixés. Maintenant, à cet égard, sur les nouveaux types d'armement, et quant à ce que nous avons nous et ce qu'il y a à l'étranger, je parle d'armes à moyenne portée. Vous savez tous, vous en souvenez que l'Union soviétique avait décidé de supprimer ses armes à moyenne et longue portée basées à terre, et les Américains avaient fait de même avec leur Pershing, mais les Américains, outre ces missiles basés à terre, ils avaient aussi des systèmes navals et des systèmes embarqués, c'est-à-dire aériens. L'URSS n'en avait pas. Et donc, on peut dire que dans un sens, nous avons procédé à un désarmement unilatéral. Donc, notre adversaire a conservé tous ces systèmes et nous n'avons rien obtenu. Et donc, à notre époque, l'époque de la Fédération de Russie, nous avons créé des armes bien plus modernes que ce qu'ont les États-Unis, avec des complexes maritimes, ce sont les calibres, Zircon, système hypersonique. Nous avons créé de nouveaux systèmes d'armes de moyenne et longue portée avec une portée bien plus supérieure à ce qu'a l'adversaire, avec plusieurs milliers de kilomètres de portée. Et ce système peut être équipé en charge nucléaire. Et enfin, ce système qui s'est déjà favorablement recommandé, le système Oreshnik, très puissant, je le souligne encore une fois, les spécialistes le savent. Là, on a ici le commandant des troupes de missiles, et je l'ai dit, avec un usage en groupe qui est comparable en puissance de feu à ce que représente l'arme nucléaire. Mais ce n'est pas une arme nucléaire, puisque là, il n'y a pas de carburant nucléaire, il n'y a pas de composant nucléaire, il n'y a pas de charge nucléaire. Donc c'est un élément déterminant dans le contexte de la prise de décision dans la lutte armée que nous pouvons utiliser. Mais nous devons suivre de façon très attentive à tout ce qui se produit dans les autres pays, voir les armes qui sont mises en dotation ou qui sont prévues dans un avenir proche dans les autres grandes puissances militaires. C'est-à-dire que ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous devons continuer à l'avenir à court et moyen terme. Encore une fois, je reviens à la question de ce qui vient être énoncé, c'est-à-dire 6,3% du PIB que nous investissons dans le renforcement de notre capacité de défense. Encore une fois, toutes les composantes que nous avons dans notre pays, dans l'activité de l'État sur le plan économique, sur le plan social au sens le plus large, dans le domaine scientifique, en santé publique, etc. Et donc, évidemment, on ne peut pas augmenter indéfiniment toutes ces dépenses.
Je le dis pour que nous comprenions bien tous à quel point l'État, le peuple de Russie, donne tout ce qu'il peut à l'armée pour qu'elle remplisse les missions qui lui incombent, qui nous incombent à nous tous, et assurer la sécurité du peuple russe, assurer la sécurité de notre peuple et celle de l'avenir de la Russie. Et j'espère que le rythme que nous suivons sera maintenu. Et je tiens à vous remercier pour le service que vous effectuez. Et je vous remercie.